Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'affluence des réfugiés soudanais au Tchad. Plus de 30 000 personnes ayant fui les violences au Soudan ont été recensées dans le pays. Sur place, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires redoublent d'efforts pour assurer la réponse humanitaire. Le lancement prochain au Kenya d'une campagne de vaccination de bétail dans le comté de Mandera. Une campagne qui doit cibler 300 000 têtes de bétail. Et puis reprise de la compétition pour Ons Jabeur après une blessure au mollet. L'athlète tunisienne prendra part au Masters de Rome. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le président Félix Tshisekedi inquiet face à l'action de la force régionale déployée dans l'Est congolais. Lors d'une conférence de presse donnée au Botswana ce 9 mai, le chef de l'État congolais a déploré, je cite, une cohabitation entre le contingent de l'Afrique de l'Est et les rebelles. Créée en 2022, cette force a pour mission de ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, une zone secouée par des attaques perpétrées entre autres par le M23. Alors que le mandat de cette force expire au mois de juin, le dirigeant congolais a lancé un certain ultimatum. Si d'ici là les autorités constatent que le mandat n'a pas été rempli, les contingents opérant au sein de cette force devront quitter le territoire congolais. Alors que le conflit s'enlise au Soudan, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires sont pleinement mobilisés pour assurer la réponse humanitaire. Au Tchad notamment, l'agence onusienne a recensé plus de 30 000 réfugiés soudanais. Mais ce nombre pourrait rapidement grimper dans la mesure où les violences persistent. Face à une telle affluence, les agences humanitaires alertent sur le manque de financement, un sujet de la rédaction. Les réfugiés soudanais continuent d'affluer au Tchad. Sur place, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires redoublent d'efforts pour procéder à leur identification. Plus de 30 000 personnes ont déjà été enregistrées. Des agents du HCR sont également mobilisés pour leur distribuer des articles de première nécessité. Aujourd'hui, à l'urgence, le HCR et la CNR sont côte dans le cadre de l'enregistrement, du pré-enregistrement, de la relocalisation, l'identification des sites, ainsi que la protection des réfugiés et la facilitation des communications entre les réfugiés et les partenaires qui interviennent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tchad, quand vous trouvez un Soudanais ou un Centrafricain ou même un Nigérien ou Camerounais, on le prend comme un frère et ils sont ensemble. Et cette hospitalité, c'est quelque chose à saluer et nous continuons toujours à nous en féliciter. Et nous remercions aussi à cette population-là qui accepte toujours de partager ces petites ressources. Si la réponse humanitaire est pour l'heure assurée, l'affluence des réfugiés représente un véritable défi pour le HCR et ses partenaires. Une affluence qui continue de croître dans la mesure où les combats persistent au Soudan. Depuis le 15 avril, les affrontements meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide ont provoqué le déplacement de plus de 700 000 personnes à l'intérieur du pays selon les Nations Unies. Plus de 150 000 personnes ont par ailleurs fui le Soudan. Face à ces chiffres alarmants, des financements sont nécessaires pour assurer la prise en charge des réfugiés. Si la crise du Soudan perdure, il est possible que le Tchad puisse accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés. Par rapport à ces 100 000 réfugiés, les besoins financiers seraient d'environ 130 millions de dollars. Donc c'est un vrai appel à la communauté internationale de pouvoir aider le Tchad, de pouvoir aider les acteurs humanitaires, les organisations humanitaires qui interviennent dans cette réponse d'urgence. Et c'est vraiment une course contre la montre. C'est maintenant qu'on a besoin de cette mobilisation, de ces efforts financiers. Encore une fois, pour pouvoir vraiment faire cette intervention rapide et pouvoir installer convenablement les personnes plus à l'intérieur pour leur protection et pour vraiment avoir une bonne assistance. Annoncé par le Soudan du Sud, l'accord de principe pour une trêve d'une semaine n'a pas permis de faire taire les armes. Depuis le début des violences au Soudan, plus de 750 personnes sont décédées. 2023, une année électorale importante pour le Gabon. Le pays organise des élections présidentielles, législatives et locales. En vue de ces scrutins, le coup d'envoi de la révision de la liste électorale a été donné ce mardi 9 mai. Une opération qui doit durer 30 jours. Les détails avec Nathalie Mo.
Les Gabonais âgés de 18 ans et plus s'inscrivent sur les listes électorales. La révision du fichier électoral a débuté le 9 mai 2023 pour une durée de 30 jours au Gabon. Le gouvernement a ouvert 159 centres d'enrôlement sur le territoire national et 31 à l'étranger. Les autorités prévoient que 3000 nouveaux électeurs pourraient figurer sur les listes électorales en vue du triple scrutin présidentiel, législatif et local attendu en août 2023 au Gabon. En quoi consiste cette mise à jour? Elle consiste dans la prise en compte de nos compatriotes qui ont atteint la majorité électorale entre deux scrutins, 18 ans. Il est donc autorisé, à partir de la prochaine révision, à tout citoyen gabonais in situ sur le territoire national de pouvoir s'inscrire où il se trouve. Le gouvernement gabonais a mis en place une batterie de mesures pour faciliter l'enrôlement des électeurs dans le pays où la délivrance de la carte nationale d'identité, pièce majeure nécessaire pour l'inscription sur les listes électorales, accuse des retards pouvant remonter à 10 ans. L'exécutif permet la présentation d'un acte de naissance légalisé, d'un jugement supplétif, d'un passeport, d'un récépissé de demande de CNI ou encore d'un certificat de nationalité pour les Gabonais d'adoption. 1500 agents ont été déployés dans des équipes mobiles munies de kits d'enrôlement électriquement autonomes pour faire face au délestage. La loi électorale également dispose que pour s'inscrire, il faut avoir 18 ans révolus, jouir de ses droits civiques et politiques et présenter soit l'acte de naissance légalisé, un jugement supplétif, un passeport biométrique ordinaire ou un récépissé de carte nationale d'identité. Le fichier électoral actuel du Gabon comporte près de 689 000 électeurs. L'actualisation des listes électorales en cours jusqu'au 7 juin 2023 va permettre de vider le fichier des personnes décédées ou ne jouissant plus de leurs droits civils. Il sera également question pour les Gabonais qui le souhaitent de changer leur lieu de vote. Rappelons qu'en février 2023, gouvernement et opposition du Gabon ont adopté l'harmonisation à 5 ans de la durée de tous les mandats électifs dans le pays. C'était en décembre 2021. Le Mali clôturait à cette période les Assises nationales de la refondation, une série de consultations organisées par les autorités de transition en vue de mener le pays sur la voie des élections. Plus d'un an après la tenue de ces échanges, le comité indépendant de suivi-évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État a remis son rapport au président de la transition, Assimi Goïta. Les précisions de Gladys Momba. La refondation nationale se poursuit au Mali. Le rapport annuel du suivi-évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État, Sincère ANR, a été remis au président de la transition, Assimi Goïta, lors d'une cérémonie officielle le 8 mai. Un bilan qui s'étend sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Les Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021 ont servi de cadre privilégié pour passer en revue les questions existentielles de notre nation après 30 années de vie démocratique. Ces recommandations, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517, devenues la référence pour l'intervention de l'État. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État. Les actions fondamentales recensées ont été réparties en 3 piliers, 13 thématiques et 5 axes stratégiques. Selon ce rapport annuel, sur les 55 actions prioritaires, 12, soit 21,82%, sont totalement réalisées et 34, soit 61,82%, sont en cours de réalisation. Pour les autorités maliennes de transition, la mise en œuvre de ces recommandations répond à un impératif de redevabilité envers le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement mettra tout en œuvre pour une meilleure appropriation des cadres stratégiques de la refondation de l'État par l'ensemble des services techniques et des agents de l'administration publique afin que les différentes actions prévues puissent être réalisées selon le chronogramme défini. Toutes ces actions que nous réalisons doivent s'inscrire dans une vision fondée sur les 3 principes intangibles que sont le respect de la souveraineté du Mali,
le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rappelons qu'en juin 2022, soit 2 ans après sa prise de pouvoir, la junte malienne annonçait un nouveau chronogramme électoral prévoyant l'élection présidentielle en février 2024, l'aboutissement d'une série d'échéances électorales en vue d'un retour des civils aux affaires. Reste à savoir si le calendrier annoncé sera respecté. Le référendum constitutionnel, initialement prévu en mars 2023, connaît déjà 3 mois de retard. Il est annoncé pour le 18 juin prochain. Dans l'actualité également, 250 millions de dollars, c'est le montant que compte investir le groupe émirati Kazna Data Centers pour financer la construction d'un centre de données en Égypte. Un centre qui sera conçu en partenariat avec Benya Group, une compagnie égyptienne spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Dans cette optique, les deux parties ont scellé le 8 mai un accord. Le site sera situé dans le parc technologique de Mahadi. Sa construction devrait démarrer cette année et pourrait s'achever d'ici 2025. Au Kenya, une campagne de vaccination de bétail va prochainement être lancée dans le comté de Mandera, situé à l'est du pays. 300 000 têtes de bétail sont ciblées. Avec ce projet, les autorités locales entendent protéger les animaux face aux risques de maladies telles que la fièvre afteuse. Une initiative jugée nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du Kenya, menacée par la sécheresse. Ruth Musi. Conscient du rôle de l'élevage dans l'économie et la sécurité alimentaire kenyane, le gouvernement du comté de Mandera, dans le nord du Kenya, s'engage à atténuer les effets des épidémies de maladies du bétail. En partenariat avec les agriculteurs et les partenaires de développement, une première campagne annuelle de vaccination de masse de bétail sera lancée dans les prochains jours dans le comté de Mandera afin de préserver la santé du cheptel dans cette partie du pays. En tant que gouvernement de comté, nous reconnaissons le rôle de l'élevage dans notre économie et notre sécurité alimentaire. Nous sommes également conscients des effets dévastateurs que les maladies peuvent avoir sur notre population animale, sur les moyens de subsistance de nos agriculteurs et, en fin de compte, sur nos approvisionnements alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'une initiative essentielle visant à protéger notre cheptel. Aimed at safeguarding our livestock population. Plus de 300 000 têtes de bétail dans divers villages de 9 sous-comtés du comté de Mandera seront vaccinées contre des maladies endémiques par des vétérinaires qualifiés. Les maladies du bétail ciblées pour cette première vaccination de masse de bétail comprennent la fièvre afteuse, la maladie de la peau grumeleuse chez les bovins, tandis que les ovins et les caprins seront vaccinés contre la variole caprine et la fièvre de la vallée du Rift. This is the first of an annual campaign that involves county-wide vaccination and treatment activity aimed at protecting our animals. Il s'agit de la première d'une campagne annuelle qui comprend des activités de vaccination et de traitement visant à protéger nos animaux contre diverses maladies endémiques telles que la variole ovine et caprine, la maladie de la peau grumeleuse chez les bovins et la fièvre de la vallée du Rift. Cette campagne ciblera plus de 300 000 chèvres, 51 000 moutons, 21 000 carmels, 18 000 bovins et 200 ânes dans divers villages des 9 sous-comtés du comté de Mandera. And 2,000 donkeys in various villages within 15 wards of the 9 sub-counties in Mandera County. Au Kenya, l'élevage joue un rôle majeur tant dans la sécurité alimentaire que dans l'économie du pays. Il contribue à hauteur de 10% au PIB. Les éleveurs de bétail sont cependant confrontés à la sécheresse, aux inondations et aux maladies qui menacent la santé des bêtes. L'actualité sportive à présent avec la tenniswoman Ons Jabeur qui s'apprête à reprendre la compétition. Après s'être partiellement remise d'une blessure au mollet, l'athlète tunisienne disputera les Masters de Rome, une blessure contractée lors du tournoi de Stuttgart en avril dernier. En raison de cette déchirure au mollet, elle avait dû déclarer forfait pour le tournoi de Madrid. On fait le point avec José Douglas.
La tenniswoman tunisienne est rétablie de sa blessure au mollet et retrouvera les cours à l'occasion des Masters de Rome WTA 1000 prévus du 9 au 20 mai. Blessée le 22 avril dernier en demi-finale du tournoi de Stuttgart face à la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, Ons Jabeur avait dû abandonner la partie avant d'annoncer son forfait au tournoi de Madrid. Pourtant, elle a réalisé un très beau début de saison sous terre battue avec un titre à Charleston. Je suis désolée et j'ai vraiment essayé. Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Je vais faire des examens et faire tout ce que je peux pour revenir. Le tirage au sort a eu lieu dimanche 7 mai. Finaliste à Rome l'an dernier, Jabeur s'est préparé à Amman Sousse et se sent prête pour Rome, mais aussi Roland-Garros. Les meilleures joueuses du monde se retrouvent en ce moment en Italie. Iga Swiatek, la tenante du titre et numéro 1 mondial, qui est dans la partie haute du tableau, et ses principales rivales seront la Tunisienne Ons Jabeur, mais également Maria Sakkari ou encore Elena Rybakina. Lors des huitièmes de finale, Ons Jabeur devrait être en face de la Russe Ekaterina Alexandrova. Dans le nouveau classement WTA, actualisé ce lundi 8 mai, la Tunisienne quitte sa 4e place et se classe désormais 7e. Mais Jabeur a le potentiel de ravir la première place à ses adversaires. Je pense qu'elle a les armes pour, oui. Je pense qu'elle a les armes pour et que sur terre battue notamment, elle peut glaner des points. Elle a perdu au premier tour ici l'année dernière, donc ça sera peut-être pas là, mais en tout cas, oui, un jour, je pense qu'elle a les armes pour. Ons Jabeur est passé professionnel en 2010, devenu numéro 2 mondial en 2022, meilleur classement pour une joueuse africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.